Alors, merci Lydia de m'avoir passé la parole. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire la sécurité d'un cluster Kafka et nous allons implémenter quelques cas pratiques bon, c'est pas un cours de sécurité, mais quelques cas pratiques de simulation d'attaque au niveau du cluster et voir comment sécuriser et voir comment réimplémenter la même attaque pour pouvoir et montrer comment bloquer cela. Donc, voilà. Je vais d'abord commencer par la partie théorie. Déjà, je vais lancer le PowerPoint. Bon, je vais sur le PowerPoint. Vous allez me dire si vous voyez, si c'est assez clair côté PowerPoint. Déjà, je lance la présentation. Le PowerPoint, c'est OK pour vous. Et je vais lancer en mode diapo. En mode diapo, est-ce que c'est OK pour tout le monde? Non. Non. On ne voit même pas ton PowerPoint. OK, attendez une minute. Là, c'est bon pour le PowerPoint. Pas encore. Donc, je vais repartager. Bon, peut-être ce n'est pas. Je vais repartager à nouveau. Donc, je vais partager à nouveau. Je partage tout mon écran. Là, c'est bon, PowerPoint. Ouais. On voit ton écran. OK. On voit ton écran, mais pas le PowerPoint. Les autres voient aussi le PowerPoint. Non, ton écran, pas le PowerPoint. C'est moi l'écran, hein, pas le PowerPoint. OK, d'accord. Bon, peut-être je vais partager uniquement le PowerPoint. Parce que je vois que c'est le PowerPoint. Ça dérange un peu là. Je vais partager uniquement la fenêtre du PowerPoint. Et là, c'est bon? Ouais. 10 sur 10. OK, super. Alors, nous allons aujourd'hui parler de la sécurité sur Kafka. Déjà, comment sécuriser un cluster Kafka. Déjà, en termes d'introduction, j'espère que vous voyez mon slide d'introduction. Oh, OK, d'accord, je suppose que c'est oui. Maintenant, en termes d'introduction, pourquoi sécuriser Kafka? Déjà, Kafka est souvent au cœur des applications. Donc, on installe, ça fait partie souvent des architectures des applications et il permet de transporter des données critiques, généralement, et aussi des données critiques que les transactions, les événements métiers ou bien des logs. Sans mesure de sécurité, qu'est-ce qui se passe au niveau de Kafka? Alors, nous avons l'accès non autorisé, c'est-à-dire n'importe quel client, c'est-à-dire il suffit d'avoir ton client Kafka, tu pourras publier ou bien lire des messages sensibles. Et aussi l'interception ou la lecture non autorisée. Par exemple, quelqu'un peut, dans un cluster non sécurisé, quelqu'un pourra, euh, par exemple, essayer de... Attendez un peu, je passe en mode de présentation pour voir si vous allez voir. En mode de présentation, c'est OK pour vous? Non. Bon, je ne parviens pas à passer en mode de présentation. Bon, c'est pas grave. Allons-y quand même. Donc, comme je disais, déjà, un cluster sans mesure de sécurité, un cluster Kafka peut devenir vulnérable à l'accès non autorisé, c'est-à-dire n'importe qui peut se connecter sur le cluster, lire les messages, produire des messages au niveau des topics, c'est-à-dire des sujets. Et aussi l'interception ou la lecture non autorisée, par exemple, quelqu'un, si par exemple les communications ne sont pas chiffrées, alors quelqu'un peut intercepter les messages Kafka et pouvoir l'interpréter ou bien faire de ce qu'il veut avec, ou bien faire des actions malveillantes. On va voir ça tout à l'heure. Et la production aussi des messages frauduleux. Par exemple, quelqu'un qui se connaît dans un cluster non sécurisé peut produire des messages frauduleux pour perturber les microservices qui sont connectés et qui utilisent Kafka. Par exemple, imaginez par exemple un système de paiement bancaire qui utilise Kafka. Il peut, par exemple, les transactions ID qui sont publiées au niveau de Kafka. Un pirate peut, par exemple, envoyer des fake transactions ID pour pouvoir perturber le cluster, ou bien du moins, pour pouvoir mettre en mal le cluster Kafka. Il y a aussi l'interruption des services. Déjà, vous voyez mon écran, j'espère.
J'espère que vous voyez mon écran. Oui, ton écran est Oui. visible. On Ok, voit d'accord. sécurité sur Kafka. D'accord. Ok. Bon, maintenant, l'interruption aussi des services, la surcharge volontaire, c'est-à-dire quoi? Un pirate peut, par exemple, faire le déni de service, par exemple, sur un broker pour pouvoir rendre indisponible et pouvoir empêcher les applications légitimes de pouvoir se connecter sur le cluster ou bien pouvoir envoyer des messages ou bien lire des messages au niveau du cluster Kafka. Donc, je passe au slide 3. Je suis au niveau du slide 3. Architecture de Kafka et zone d'exposition. Ceci, c'est une architecture assez simplifiée. Bridge, le slide est figé. Nous sommes sur sécurité sur Kafka. Ok, je vais un peu repartager. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Une minute, s'il vous plaît. Je repartage pour que ça soit bien visible. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, là, c'est bon. Ok, d'accord. L'architecture de Kafka et les zones d'exposition. Ici, c'est une architecture assez simplifiée. Nous avons des brokers et nous avons des contrôleurs. Et principalement, c'est une architecture Kafka RAF. Donc, nous avons des zones d'exposition qui sont en rouge, c'est-à-dire entre le producteur et le broker. La liaison, cette flèche, la liaison de communication. Ça, c'est une zone d'exposition. Je parle des zones d'exposition ici comme un vecteur d'attaque. C'est en fait un élément qui permet peut-être à une personne malveillante de pouvoir s'accrocher pour pouvoir faire des actions malveillantes ou bien du moins des zones de vulnérabilité, si on peut dire ça comme ça. Maintenant, entre le broker et aussi entre le broker et aussi le consumer, on a aussi la flèche, et aussi entre les brokers, entre eux, c'est-à-dire les brokers peuvent aussi communiquer entre eux pour pouvoir envoyer effectivement certains messages ou bien ou pas. Maintenant aussi, les brokers entre les contrôleurs et les brokers et les contrôleurs entre eux. Donc voilà les différentes zones d'exposition. Et la grande zone d'exposition aussi côté producteur, c'est-à-dire tout le cadre en rouge, en pointillé, et la grande zone d'exposition côté consommateur, tout le cadre en rouge aussi en pointillé. Donc, voilà un peu les différentes zones d'exposition dans un cluster Kafka. Donc, je vais aller sur le slide 5. J'espère que vous voyez le slide 5 de mon côté. Non, slide 4 d'abord, pardon. C'est OK pour le slide 4. Là, je pense que c'est encore stable. Nous sommes sur l'architecture. OK, d'accord. OK, le côté avec le slash, nous sommes sur l'authentification et l'identifiant. Ici, côté authentification, il s'agit ici d'identifier les entités du cluster, donc les entités qui communiquent avec le cluster Kafka. Donc, j'espère que vous voyez bien mon écran. Oui, on voit bien l'écran. OK, super. Donc, côté authentification, nous avons deux formes d'authentification sur Kafka. La première forme d'authentification, c'est le SASL, Security Authentication and Security Layer. Cette forme d'authentification, c'est un framework d'authentification qui a plusieurs mécanismes d'authentification. Le premier mécanisme, c'est le SASL Plane. Le SASL Plane, ici, il s'agit de quoi? J'ai l'impression qu'il y a une main levée. Il y a une main levée. Ouais, il y a main levée. OK. Bonjour à tous. Bonjour. Ouais. C'est Gislain Koudou. Je voulais savoir quel est le protocole d'intervention. Est-ce qu'on pose des questions à la fin du cours magistral ou bien on peut te poser des questions au fur et à mesure qu'on évolue dans les slides? Au fur et à Ou bien mesure. à la fin de la pratique? Au fur et à mesure. Au fur et à Bon, mesure, non, mais bon. juste laisser un peu le temps pour qu'ils puissent bien expliquer avant de poser la question. D'accord, c'est bien noté. OK, d'accord.
Comme je disais tantôt, le SASL, la première forme d'authentification, ce qui est un framework d'authentification, qui en a plusieurs mécanismes. Le premier mécanisme, c'est le SASL Plain. Il s'agit ici de pouvoir transmettre le login et le mot de passe directement en clair au niveau en fait, de la liaison entre le client et le broker. Et aussi, en fait, les mots de passe sont stockés en clair dans le fichier de configuration des brokers ou bien du moins de côté cluster Kafka. Donc là, on va voir ça tout à l'heure lorsqu'on va faire l'implémentation. Ici, il est vulnérable parce que les informations sont en clair. Les informations sont en clair côté côté en fait, communication, donc les mots de passe sont passés en clair au niveau de truc et aussi c'est stocké côté fichier de configuration en clair. Donc, du coup, c'est pas sécurisé. Maintenant, nous avons l'authentification SASS RAM. Il répond aux problèmes de sécurité liés à SASL Plain en protégeant contre l'intercession des mots de passe et aussi qui circulent dans le réseau et aussi en stockant les informations d'authentification sous forme salée. Donc, c'est-à-dire quoi? Les mots de passe, désormais, les mots de passe sont chiffrés avant d'être envoyés au côté réseau. Donc, c'est-à-dire sur la liaison de communication. Et aussi, côté stockage, au niveau lors de Kafka, c'est stocké sous forme salée. Donc, il y a un algorithme de hachage. Et ce que nous allons implémenter, en cas pratique, ce sera le SRAM 512. Donc, l'algorithme 512 pour le hachage, SHA 512. Ensuite, nous avons le SASL-GSS API, qui est le protocole de mécanisme de sécurité SASL, et qui utilise le Kerberos. En fait, c'est du Kerberos. Ici, avec le Kerberos, pas besoin d'envoyer les mots de passe. Les mots de passe ne sont pas transmis, non, mais plutôt auprès d'un serveur Kerberos, s'il y a un administrateur Kerberos, il peut générer ce qu'on appelle un principal. Donc, c'est un peu comme un identifiant du client, le principal. Donc, c'est le client Kafka qui va récupérer ses principaux, aller configurer dans son fichier de configuration. Maintenant, lors de la communication, alors, qu'est-ce qu'il fait? Le client sollicite une authentification avec ce principal côté Kerberos, côté Kafka, et Kafka va récupérer, donc du monde, le Kafka récupère le ticket, puisque c'est le serveur Kerberos qui génère un ticket avec lequel le client va pouvoir faire des actions. Donc, pour dire que le client sera connecté, quoi. Il lui génère un ticket. C'est avec ce ticket que le client sera autorisé au niveau du cluster Kafka. Maintenant, on a aussi le SASL OAuth où le client Kafka, quand je parle ici du client Kafka, ça peut être le broker lui-même. Ça peut être le broker, ça peut aussi être un client externe. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Le broker sollicite une authentification auprès d'une entité externe qui est un fournisseur d'identité, par exemple, un exemple comme Keycloak, où il sollicite une authentification. Une fois, Keycloak lui génère ce qu'on appelle un token. Et c'est ce token qui est utilisé pour pouvoir être autorisé, pour que le client puisse être autorisé au niveau du cluster. Voilà. Mais tous ces mécanismes d'authentification sont vulnérables en termes de communication, c'est-à-dire la liaison de communication, c'est en clair, quoi. Donc les messages ne sont pas chiffrés, donc les messages sont envoyés en clair, même si c'est que côté authentification, c'est déjà sécurisé parce que on a déjà identifié celui qui se connecte, mais les messages sont envoyés en clair. Maintenant, deuxième forme d'authentification côté Kafka, nous avons le MTLS, le Mutual Transport Layer Security. Ici, c'est quoi? C'est que on a un client Kafka qui a configuré configuré son MTLS, aussi côté serveur Kafka, qui a aussi configuré son MTLS. Les deux s'échangent des certificats. Donc, il s'agit ici d'une authentification par vérification des certificats. Donc, l'un vérifie le certificat de l'autre, l'autre vérifie le certificat de l'un. C'est pour ça qu'on parle du Mutual Transport Security Layer. Donc, c'est mutuel dans les deux sens. Voilà. Et maintenant, ensuite, nous allons passer comment dire, au chiffrement. Bon, je vais encore repartager. Je suppose que peut-être le partage me cause des problèmes. Donc, je vais essayer de repartager vite fait. Aïe, aïe, c'est bon. Allons-y, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vois, il m'a enlevé. Maintenant, oui.
Oui, la question, quelqu'un veut poser une question? Ah, peut-être c'est toujours la main de Ghislain qui était le L'islam, bon, ok, d'accord. Le chiffrement, j'espère que vous voyez mon écran. Chiffrement sécurisé, les communications. Donc, j'ai repris un peu le même chemin que précédent au niveau du /3, où toutes les liaisons ici sont en vert. Donc, lorsqu'on fait déjà le chiffrement, c'est-à-dire toutes les communications sont en vert. Et c'est les communications TLS, donc, ou bien SSL. Donc, toutes ces communications sont chiffrées. Donc, les messages ne sont plus envoyés en clair entre deux entités. Mais toutefois, et aussi, surtout que en termes de protocole de sécurité, nous avons 4. Donc, au vu de tout ce que nous avons vu par rapport au slide précédent, nous avons, en termes de protocole de sécurité, le plain test. Le plain test, c'est-à-dire que tous les messages sont en clair. Ensuite, nous avons le SSL, c'est-à-dire tous les messages, comment dire, tous les messages sont chiffrés avec le SSL. Et ensuite, nous avons le SASL plain test. Ça veut dire quoi? Le SASS, le mode d'authentification, et le plain test, le mode de transport. Donc, quand vous voyez le plain test tout court, ça veut dire sur le mode de transport, c'est-à-dire le transport des messages, donc c'est-à-dire la communication, ça veut dire que c'est en clair. Le SSL, le transport toujours, ça veut dire que c'est chiffré. Maintenant, le SASS, ça veut dire qu'on combine l'authentification avec le transport. Mais ici, l'authentification, en fait, du moins, il y a authentification, mais le transport ici, c'est plain test, c'est-à-dire les messages sont en clair. Maintenant, on a aussi d'autres protocoles de sécurité, le SASL, SSL, c'est-à-dire l'authentification qui est SASSL, qui authentifie les entités, et aussi du SSL, c'est-à-dire le mode de transport, c'est-à-dire qui sécurise les communications. Et ça, c'est même l'idéal dans un cluster Kafka. Donc, il faut toujours arriver au SASL, SSL. Donc, pour pouvoir sécuriser tout ce que vous voyez là, toutes ces flèches. Et on va voir comment le faire dans les cas pratiques. Dans le cas pratique. Mais il restait encore un problème, malgré qu'on a du SASL, SSL. Le problème qui reste, c'est quoi? C'est que un client en fait, du moins, un client qui a toute cette forme de sécurité a, comment dire, des permissions assez excessives. Donc, en sécurité, ce n'est pas bien d'avoir trop de permissions même pour des actions qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement. Donc, du coup, il y a des permissions excessives, c'est-à-dire un client qui se connecte malgré qu'il s'authentifie, malgré qu'il a du SSL, alors il peut faire beaucoup de choses au niveau du cluster. Il peut lire les messages dans les topics, il peut lire les messages dans plusieurs topics à la fois, il peut comment dire, consommer les messages et ce n'est pas bien. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que il faut maintenant une autre forme de sécurité qu'on appelle les autorisations avec les ACL, c'est-à-dire qui peut faire quoi sur un topic précisément et quelle est l'action précise qu'il peut faire sur un topic. C'est pour ça que je vais aller au slide suivant, au slide 6. Je ne sais pas si en switchant sur le slide 6, vous allez voir mon slide. C'est visible, c'est ça? Avant de continuer, est-ce que c'est possible que Ghislain puisse poser sa question avant qu'on Oui, il peut poser sa question. Ghislain? Oui, non, continuons. Ça ne fait que s'éclaircir. D'accord. Donc, je suis sur le slide 6, contrôle d'accès. Au niveau du slide 6, contrôle d'accès. Non, là, on n'a pas l'image. Là, nous sommes sur sécurité des communications. Bon, je vais repartager encore à nouveau. C'est pas grave, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, je vais repartager à nouveau. Bon, sur le slide 6, pour ce qui concerne le contrôle d'accès, la gestion. Avant qu'on avance, je pense qu'il y a une autre main. Est-ce qu'il y a une question, Franck? Oui, moi j'ai une petite question. OK. Oui. Et une petite remarque. Ghislain, déjà, tu peux baisser ta main, s'il te plaît, si tu n'as pas de questions. Et pour moi, ma question, c'est celle de savoir, William, est-ce qu'on a un benchmark CIS pour Kafka? Pour l'instant, je n'ai pas encore eu connaissance de ça. C'est vraiment une benchmark pour Kafka, mais je vais faire les recherches là-dessus. Bon, pour le moment, je ne sais pas si je vais... Bon, je pense que la dernière fois, on a fait une recherche par rapport à ça. Donc, de manière officielle, sur le site du CIS, on n'a pas encore de benchmark pour ça. Ok, d'accord. Mais déjà, bon, sur il y a des personnes qui ont quand même rédigé des choses, mais ce n'est pas officiel. Ce n'est pas encore officiel. D'accord. Merci pour l'information. Ok, merci. Ok. Contrôle d'accès, du coup, avec la gestion des autorisations.
Pour les autorisations, il y a ce qu'on appelle d'abord, il faut d'abord comprendre deux choses, la notion des ressources et la notion des opérations. Les ressources, ce sont les différentes ressources qui sont au niveau du cluster Kafka. Et les opérations, ce sont les différentes permissions qu'on peut faire, qui sont octroyées aux ressources, qui sont reliées aux ressources au niveau du cluster Kafka. Donc, en termes de ressources au niveau du cluster Kafka, on a les topics, c'est-à-dire les sujets, les groupes, c'est-à-dire le groupe de consommateurs, les clusters, le cluster en lui-même, le transaction ID pour les transactions, pour le transactionnel, au niveau du cluster Kafka, du delegation token, et ensuite du user, c'est-à-dire l'utilisateur. Donc, et à droite, nous avons les opérations, en ce qui concerne les opérations sur un topic, c'est-à-dire sur une ressource précise, autant pour moi. Par exemple, on a des opérations sur un topic, on a des opérations sur un groupe, on a des opérations sur un cluster. Donc, en définissant, par exemple, une ACL, on peut dire que, OK, ce client-ci, avec, comment dire, son login et son mot de passe, avec ses credentials, a le droit, par exemple, sur le topic transaction, de pouvoir faire écrire, c'est-à-dire il est un producteur. Donc, on lui donne uniquement le droit du write. Étant donné qu'il est un producteur, on lui donne uniquement le droit du write. Si le consommateur, on lui donne uniquement le droit du read. Si c'est que c'est un seul microservice qui joue à la fois les deux rôles, c'est-à-dire on va lui donner le rôle du write et le rôle du read, uniquement sur ce topic. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il utilise un autre topic, en fait, du moins, s'il essaie de faire les mêmes phénomènes, de se connecter au niveau d'un autre topic, il ne pourra pas. Parce qu'on a uniquement donné les droits sur un seul topic. La même chose pour toutes les autres ressources. Donc, d'ailleurs, on va voir ça dans le cas pratique. Bon, maintenant, je vais présenter les différents cas pratiques qu'on va faire en termes de cas pratiques. Je vais présenter immédiatement ces différents cas pratiques. On va voir ça ensemble ici tout à l'heure, tout de suite. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Bon, pour le cas pratique, on a 5 cas pratiques. On a d'abord la mise en place d'un cluster Kafka sans sécurité. Et là, je vais aller pour montrer que ce n'est pas bien parce que n'importe qui peut faire n'importe quoi sur ce cluster et ce n'est pas bien. On a le deuxième cas, qui est la mise en place d'un cluster Kafka avec authentification SASL pleine, où les communications sont envoyées en clair et nous allons voir comment intercepter des communications en clair et le pouvoir. Ça, je précise, c'est un exemple juste. Ce n'est pas une question d'aller tester ça ailleurs. Donc, et elle est aussi assez basique. Donc, on va pouvoir voir comment intercepter et pouvoir lire ces messages en clair, malgré que le client est authentifié, du moins, malgré qu'il y a une protection d'authentification. Le troisième cas, la mise en place d'un cluster Kafka authentification SASL, SCRAM 512, où les mots de passe d'authentification, en fait, les credentials sont chiffrés, mais toujours les messages sont toujours en clair. On va toujours faire la même interception. Le quatrième cas, la mise en place d'un cluster Kafka avec authentification SASL, SRAM, avec SSL, où ici, les communications sont chiffrées, mais toujours dit que c'est toujours un problème parce qu'il n'y a pas la notion d'autorisation. Tout le monde peut faire n'importe quoi sur le cluster. Maintenant, le dernier cas, qui est le cas idéal et le cas recommandé en production, la mise en place d'un cluster Kafka avec authentification SRAM, SSL, plus autorisation, c'est-à-dire on définit maintenant des règles d'autorisation au niveau du cluster. Donc, voilà. Maintenant, on va passer à la partie démo, proprement dite. Donc, je vais partager tout mon écran et on va passer à la partie démo. Et il faut retenir ces différents, je pense que Lydiane, sur l'animatrice, donc il faut noter ces différents cas et pour pouvoir me rappeler à chaque fois. D'accord, je vais commencer par le premier cas, le cas mise en place d'un cluster Kafka sans sécurité. Allons-y. Donc, je vais partager mon écran immédiatement. Je partage mon écran devant vous. Je vais un peu zoomer. Hein. Bon, je vais zoomer après. Donc, du coup, mon écran, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Il y a mon terminal qui est lancé derrière. C'est bon, vous voyez? Pas encore. Vous voyez mon terminal? Non, pas encore. Oui, Bridge, mais juste qu'il y a l'arrière-plan là qui
qui le rend un peu flou. Hein. On a pas mal de choses qu'on voit en plus de ton terminal. Ok, je vais mettre ça. Bon, je vais un peu zoomer le terminal plus en avant pour que ça... Est-ce que tu peux partager uniquement le terminal? Ok, je peux partager uniquement le terminal, il n'y a pas de souci. Donc, là, c'est bon. Voilà, super. Oui, là, c'est Ok, d'accord. Bon, ce qu'on va faire, actuellement, j'avais déjà un cluster Kafka qui était déjà en, comment dire, qui était déjà en marge, mais je vais l'arrêter. Donc, en passant, j'utilise Podman pour pouvoir configurer mon cluster Kafka. Voilà, ça c'est le cluster, l'ensemble de mes conteneurs qui sont lancés depuis. Donc, voilà. Ce que je vais faire, bon, attendez, si je vois comment je peux zoomer un peu. Bon, allons-y d'abord comme ça. Ce que je vais faire, je vais d'abord stopper tous ces conteneurs, puisque j'utilise la notion de quadlet que j'avais présentée dans une session précédente, toujours ici. Donc, je vais d'abord stopper mes conteneurs. Il y a d'abord le premier conteneur Kafka que je vais stopper. Voilà, je stoppe très rapidement ces conteneurs, puisque nous allons faire la configuration pas à pas et montrer comment, à chaque niveau, il y a un problème de sécurité. Deuxième conteneur, je stoppe. On est en train de stopper. Troisième conteneur et je stoppe. Voilà. Une fois stoppé, déjà, en guise de rappel, le Kafka a, comment dire, il faut configurer jamais un volume persistant côté Kafka. Pourquoi? Parce que il stocke ses métadonnées, c'est-à-dire tout ce qui va avec les messages du cluster, les topics, tout ça, dans un emplacement. Et il faut toujours, en configurant cet emplacement, faire de la persistance pour que Kafka ne puisse pas, en fait, pour que ces données ne puissent pas être comment dire, perdu, quoi, si on peut dire ça comme ça. Donc ici, j'ai trois répertoires. Il y a data 1, data 2 et data 3 pour ces trois répertoires qui contiennent tous les métadonnées de Kafka. Donc, actuellement, ces métadonnées qui sont là, c'était pour une configuration antérieure que j'avais effectuée. Donc là, je vais supprimer ces métadonnées, ça ne sert plus à rien. Mais pour plus tard, on va pouvoir générer pour la même configuration. Donc, je supprime tout ici. Là, je suffis pour data 1, je supprime pour data 2 et je supprime pour data 3. OK. D'accord. Maintenant, nous allons configurer notre cluster Kafka. C'est-à-dire la configuration se passe, puisque c'est du Quadlet que j'applique, ça se passe plus précisément au niveau de mes conteneurs. Mes conteneurs sont représentés sous forme de système D, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Au niveau de ma VM. Donc voilà, voici les configurations. Mais ça, c'était une configuration ancienne pour le SASS7. C'est pas ce qu'on va utiliser. Donc du coup, je vais purger ça, je vais vider ça, puis on va utiliser autre chose. Donc je vais vider cette configuration. Là. Non, excusez, non, c'est pas ça. Je vais vider avec le chevron. OK. Ensuite, je vide aussi pour le numéro 2. Ensuite, pour le numéro 3, pour le troisième conteneur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais, comment dire, mettre du contenu dont je vais expliquer, du contenu de configuration de Kafka en mode, comment dire, sans sécurité. Donc là, je vais mettre la configuration du premier conteneur, donc Kafka 1.container. Je vais donner des explications. Là, c'est vide. Donc, je vais aller récupérer la configuration. Un instant, s'il te plaît. Il y a DevSecOps qui a la main levée ou c'est juste un erreur. Ghislain, encore? C'est Ghislain. Oui. OK. Oui, c'est Ghislain. OK. C'est comme d'abord. DevSecOps d'abord, puis Ghislain ensuite. Non, c'était juste un rappel. J'ai pas.
Ok, Gislain, vas-y donc. D'accord, merci. Effectivement, lorsque tu avançais, Rich, d'abord, merci pour la présentation, elle est très claire. Mais lorsque tu avançais, je crois, la slide 3, Oui, là, tu as modélisé les zones de confiance les entre zones conteneurs et d'exposition. autres. Oui, les zones de confiance et les zones d'exposition. Parce que si tu mets les zones d'exposition, tu as les zones de confiance que tu as créées. Et, ma question est revenue en surface parce que lorsque j'ai vu comment tu as arrêté tes conteneurs, là, c'est plus léger actuellement. On observe plus légèrement l'actuellement parce que tu as tout concentré sur un environnement. Puisque en prod, le plus souvent, c'est sur des VM différentes là, quand tu crées ton cluster. Est-ce que entre ces clusters-là, est-ce que la communication entre les clusters-là, elle aussi, elle est sécurisée pour pouvoir entrer dans du zéro trust? Oui, ça sera sécurisé. Je vais montrer tout à l'heure. En fait, c'est comme, comment dit, là, nous sommes en mode de simulation dans une VM. Je ne pouvais pas faire, en fait, du moins, on pouvait aussi faire en mode grandeur nature, côté production, avec plusieurs VM à la fois. Là, je simule un peu pour vous montrer comment ça se passe, pour vous montrer comment ça se passe. Normalement, c'est sur plusieurs VM si on veut faire d'un mode éclaté ou bien dans un cluster Kubernetes. On peut aussi faire dans des conteneurs. Donc, tout dépend de ce qu'on veut. Mais normalement, la bonne pratique vous dit que ça sera aussi sur plusieurs VM ou bien dans un orchestrateur comme Kubernetes ou bien Docker Swarm, par exemple. Donc là, j'ai pris un exemple pour dire que, OK, voilà, on suppose qu'on a plusieurs conteneurs avec lesquels on va configurer notre cluster Kafka. Alors, pour la première configuration comment dire, de Kafka 1, donc du conteneur 1, j'ai mon fichier de configuration que j'ai copié, c'est là. Je vais expliquer ça. Ici, on a plusieurs variables d'environnement. Nous avons d'abord le nom du conteneur qui est Kafka 1, ensuite l'image, c'est-à-dire l'image Docker que j'ai utilisée, qui est l'image du 4.1 de Kafka. Ensuite, alors, c'est figé pour moi, hein, je ne sais pas pour les autres. C'est figé, vous n'avez pas vu, vous ne voyez pas mes configs qui sont sur le tableau, sur l'écran. On voit ton terminal. Est-ce que tu es en train de mener des actions? C'est là où on ne sait pas. Non, je veux dire, j'ai collé le fichier configuration de Kafka. Ah, ok. Ok, donc c'est ça qui est à gauche dans le terminal. C'est ça qui est à gauche dans le terminal. Okay. Je ne sais pas si c'est ça. Ok, d'accord. Maintenant, je suis en train d'expliquer les variables d'environnement. Donc, il y a la première variable d'environnement qui est Kafka Node ID, c'est-à-dire le numéro du node, donc c'est-à-dire c'est 1, c'est-à-dire pour le premier conteneur. Ensuite, on a le process role, le Kafka process role, qui est le rôle que je donne à ce conteneur. Je lui donne le rôle de broker et de contrôleur à la fois. Mais dans d'autres architectures, on peut aussi donner on peut éclater ça, c'est-à-dire un conteneur qui a uniquement le rôle de broker, un autre conteneur qui a uniquement le rôle de contrôleur. Voilà. Maintenant, ensuite, on a la variable d'environnement Kafka Listener, qui est aussi très, très important pour ça, qui permet de définir des listeners, c'est-à-dire des points d'entrée, donc des ports d'écoute au niveau de Kafka pour un conteneur. Et généralement, dans la bonne pratique, on subdivise toujours, c'est-à-dire les listeners, entre le listener pour la communication inter-broker et le listener pour la communication avec les entités externes, c'est-à-dire client externe et le Kafka et le broker. Et le contrôleur aussi. Donc, chacun de ces entités en donné. Donc, parce qu'il ne faut pas mélanger, c'est une forme de sécurité aussi, il ne faut pas mélanger des communications. Bon, certaines personnes configurent, quand ils configurent, le listener que les clients utilisent à l'extérieur, c'est la même chose que le listener pour la communication inter-broker. Ce n'est pas une bonne pratique, ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut diviser ces listeners. Donc, chez moi, ici, j'ai internal pour la communication inter-broker, j'ai contrôleur pour la communication inter-broker, inter-contrôleur, autant pour moi, et j'ai external pour la communication depuis l'extérieur. Et ces external-là, c'est-à-dire 90-92, c'est un port que je publie à l'extérieur avec la 29, du moins, la 29.0.92. Donc, c'est-à-dire, pour accéder à ce conteneur depuis l'extérieur, pour un client, il va utiliser le port 29.0.92. Maintenant, j'ai le interbroker listener name, c'est-à-dire j'indique le nom
de mon listener interbroker, c'est internal. Donc, ce que j'ai configuré ici, je dis, le nom de mon listener qui permet la communication interbroker, c'est internal. Et ensuite, j'ai Security Protocol, comme on a vu dans les slides tout à l'heure. Ça, c'est le Security Protocol, c'est pour les clients, c'est-à-dire venant de l'extérieur. Je dis pour que les clients puissent communiquer. Allô. Il y a un Oui. problème là. Moi, je ne vois rien. Je vois un écran figé. Et je vois que tu expliques beaucoup de trucs là. Je ne sais pas si. Oui, c'est l'histoire. Je suis juste sur ça. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. La souris est figée aussi. Bon, ta souris bridge, on ne la voit pas, hein. On voit juste un truc Bon. qui est... Là, maintenant, vous voyez ma souris. Pas du tout. Oh là là. Tu peux partager tout ton écran. Partage tout ton écran. Oui, je vais partager tout l'écran. Bon. Là, c'est bien, c'est mieux là. Hein? On n'a encore rien. Peut-être le problème vient de chez moi, alors. Non. Merci. Et là, c'est bon. Non, pas encore. Parce que le système, apparemment, le système de partage, ça se coupe à un niveau dans mon. Bon, je vais un peu. Non, ça ne va pas, tu partages le terminal. On va essayer de lire au fur et à mesure que tu parles. Ok, d'accord. Donc, je vais partager directement le terminal. C'est bon. Oui, pour le terminal, c'est bon. Bon. Ok, d'accord. Comme j'étais ici au niveau des configurations de Kafka. J'ai dépassé le Kafka Note ID, le Kafka Process Role. Donc, je vais mettre en surveillance pour que vous essayez de voir. J'étais à ce niveau-ci. Donc, j'ai le Kafka Note ID, le Process Role, comme je disais. Je donne le Moi, je ne rôle. vois plus rien. Je redonne le rôle de broker. Vous ne voyez pas toujours? Non. Ouais, on ne voit pas ta souris. Même lorsque je bouge la souris, vous ne voyez pas? Non. Non. Oh, c'est grave ça. Donc, je vais un peu Bon. redémarrer. Je vais me Est-ce- déconnecter, me reconnecter. ouais. C'est mieux. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Tu peux sortir, revenir. Tu peux sortir, revenir. Oui, je pense qu'il peut revenir. Ou alors, pour faire simple, Lydiane, ceux qui ont des questions peut-être en attendant, là, ils peuvent les déposer dans le chat en attendant. Oui. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Et moi, j'ai des questions concernant quel conflit qu'il a mis en ligne là. Désolé, je vais pour la plupart du temps ramener mes questions sur le volet sécurité et autres. Non, il n'y a pas de souci. Bon, et c'est vrai qu'il n'est pas encore arrivé sur cette ligne. Je ne peux pas l'expliquer, il n'est pas encore arrivé sur cette ligne. Donc, est-ce que je peux mettre ma question Oui, c'est dans possible. le chat ou bien la poser? Oui, Ok. tu peux mettre tes questions dans le chat et après, je vais rappeler la question. N'hésitez pas à poser vos questions. Non, pour ceux qui entrent entre-temps,
il y a eu un petit souci de présentation là, donc William il va se connecter dans quelques instants pour la suite. Ok, là, je suis de retour. Je vais partager forcément mon écran. Je vais même redémarrer la machine. Pour qu'on n'ait plus de problème. Donc, ok, je vais, comme je vais redémarrer la machine, je vais relancer encore le serveur Kafka. Du moins, je vais lancer le serveur Kafka. Là, il est en train de démarrer. Je vais une fois immédiatement partager d'abord mon écran. J'espère qu'il n'y aura plus de problème là, parce que je vais partager tout l'écran directement. Ok, j'espère que vous voyez maintenant mon écran. Allô? Là, pas complètement. Il y a toujours le fond qui se On Non, voit ton écran. Ouvre un peu le terminal, voir. Peut-être c'est parce que... j'ai ouvert le terminal, c'est bon? Non. On voit pas Bridge. Est-ce que tu peux procéder comme avant là, tu partages sur ton terminal? Oui, ok, d'accord, je partage sur mon terminal. C'est mieux au moins ce qu'on a ça que ce qu'on voit. Voilà. C'est ok pour le terminal? Oui, Ouais. par exemple, pour le terminal, c'est OK. Maintenant, est-ce que ta souris fonctionne? Parce que ma souris est là. Non, la souris, pas du tout. Pas du tout. Bon, on va essayer de faire avec. Je ne sais pas pourquoi la souris ne fonctionne pas. Donc, Ok. du coup, je suis sur le Il y a une terminal. question dans le chat, Lysiane. Plusieurs Bon, questions. oui, attendez, je vais un peu. Attendez, on va prendre la question plus tard. Il faut que j'avance un peu. Sinon, je ne vais pas peut-être démarrer même un cluster. Donc, du coup, ici, bon, comme je disais, j'ai mon cluster Kafka. Donc, je vais configurer le premier truc, le premier container de mon cluster Kafka. Donc, j'ai là. Donc, il y avait déjà un truc qui est déjà disponible ici. Donc, je vais coller ces fichiers de configuration. Déjà, je vais vous donner le lien sur mon GitHub où il y en a où j'ai fait un tutoriel sur tout ça et bien, du moins, tout est détaillé. Donc, comme je disais, je suis ici. Je ne sais pas si en mettant en surbrillance comme ça, vous allez voir. Je sais pas. Moi, je vois plutôt ta photo. Je vois pas ton. Non, Je sais là, pas je si c'est moi le problème. Non, c'est voir rien. Non, ça, non, qu'est-ce qui se passe donc? Moi, je vois rien. Partage ton écran comme hier. Moi, j'ai le terminal. Non, c'est- Personne dans le terminal. Moi, je vois pas le terminal. Moi, je vois plutôt ta photo. Et moi, j'ai le terminal. Wow, 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 wow. Ça, c'est la meilleure. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Bon, je vais partager seulement. Bon, ça doit être peut-être de faire des mots. Hein. Parce que hier, quand tu faisais la préparation, c'était Et là, bien. et là, maintenant, c'est OK. Oui, là, moi, Oui.
ton terminal. Bon, peut-être quand quand je mets en surveillance, peut-être ça, il y a un problème. Il y a un problème quand je mets en surveillance. Donc, peut-être c'est ça. OK, bon, je vais plus mettre en surveillance. Donc, ici, vous voyez, moi, c'est la souris qui passe. Ouais. Bon, c'est pas grave. Bon, ici, j'ai mes fichiers de configuration. On va d'abord avancer comme ça. J'ai mes fichiers de configuration de mon cluster Kafka. Donc, les détails seront dans mon GitHub, donc pour ceux qui veulent implémenter tout ce que j'ai fait. Alors, on va d'abord avancer comme ça. Je vais lancer rapidement un cluster Kafka, donc, pour que, et parler de la sécurité, donc pour que tout le monde voit comment ça se passe en termes de la sécurité et le problème de sécurité lorsqu'un cluster n'est pas connecté. Donc, ici, j'ai mon conteneur Kafka, j'ai mon deuxième conteneur Kafka où je vais mettre mon fichier de configuration ici. Donc, je vais l'enregistrer. Donc, désolé si je n'ai pas expliqué parce que j'ai faute de présentation là. Donc, je vais aller directement. Et ma troisième configuration côté cluster Kafka. Là. Donc, je vais expliquer. Les détails sont dans le tutoriel. Donc, j'ai mes trois conteneurs qui sont bien configurés. Donc, je vais lancer le cluster Kafka. William, il y a une question avant. Oui, je vais prendre la question après, s'il te plaît. Je lance d'abord je lance d'abord ceci. Je prends Ok, mais là, quand même, là, on ne voit plus rien. On n'a aucune visibilité sur l'évolution de tes actions. Donc, vous ne voyez pas mon terminal actuellement? Non, non. Même le terminal. Mais c'est figé. On voit le terminal, mais... On voit ton terminal, mais c'est figé. Alors, ça c'est le mieux. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bon, peut-être c'est le lien. Quelqu'un d'autre peut prendre le partage. On voit si se passe ton environnement. Alors, bon, je vais prendre de mon côté un peu pour voir si... Essaye un peu de prendre le partage là-bas, pour voir si c'est pas un problème de... Je sais pas pourquoi ça. Pourtant, à la dernière présentation, tout était bien. Alors, vous me dites si vous voyez... Vous voyez le terminal? Oui, ok. on voit. Bon, si On je... voit oui, limpide, quoi. Donc, peut-être que le problème vient de chez moi, alors. Vous me dites, chez moi, ça se voit, non? Ouais. Ok. Donc, peut-être le problème vient de chez moi, parce que quand j'essaie de vouloir, comment dire, partager, là, je ne sais pas pourquoi ça ne partage pas bien. Ok, attends, je vais essayer encore de repartager, voir. Bon, en attendant, est-ce que... S'il y a des questions à vous poser, hein? Des questions, tout ça. Ok. Il y avait Ghislaine qui avait une question. Ghislain, est-ce qu'il est là? Allô? Oui, je suis là. Oui. Est-ce que tu peux poser ta question, s'il te plaît? Ah oui. Ah, tu as enlevé. Tu l'as effacé sur ton écran. Tu peux remonter légèrement. En fait, dans ton fichier de configuration, Oui, de tout à l'heure, ce que tu as présenté, hein, je voulais juste oui, savoir, j'évalue beaucoup plus au niveau des risques de disponibilité. Là, tu as mis oui, dans ton cluster 3 nodes. oui. Je voulais savoir si un cluster à 3 nodes pour un environnement de production, c'est une bonne pratique. Là, et si c'est une bonne pratique, le plus souvent, lorsqu'on a on sait qu'en termes de pratique, il faut un nombre impair. Comment est-ce que Kafka fait pour gérer les risques sur le split brain? Là, le split brain, c'est qu'il n'arrive pas à s'entendre pour pouvoir, en cas d'indisponibilité d'un des nôtres, il n'arrive pas à choisir le node principal. Non, c'est déjà intégré à Kafka. Je pense que ça faisait l'objet des présentations avant. Donc, Kafka, c'est élu, parce qu'il y a un système d'élection du leader. Donc, parmi les brokers aussi, parmi les contrôleurs. Donc, il y a toujours un leader qui prend la main. Donc, Ils appellent le système là comment?
Comment on appelle le système pour lier? Ils font ce qu'on appelle des health checks entre eux. Donc, les brokers font des health checks entre eux et les contrôleurs font aussi des health checks donc, pour se découvrir. Donc, pour savoir que je suis, en fait, tel mois, je suis accessible à d'autres brokers ou bien d'autres contrôleurs et ainsi de suite. Donc, de telle sorte que si le principal tombe en fait, s'il y a un problème sur le principal, les autres vont prendre le relais immédiatement. Donc, ça fait partie déjà de Kafka. Ok. Oui. Concernant la question de Edem qui demandait à savoir l'enregistrement pour la première partie. La première partie n'avait pas été enregistrée. Donc, désolé. Bon. Déjà, ok, nous allons voir cela. Bon, déjà, pour ceci, je ne sais pas vraiment pourquoi je ne parviens pas à partager mon terminal, ou bien je vais utiliser un autre terminal, parce que peut-être celui-ci, le terminal de... Donc, je vais passer au plan B. Je vais utiliser le terminal natif de Ubuntu. On va voir si ça va marcher. Parce que je ne parviens pas à partager l'autre terminal. Et celui-ci ne fait pas du split. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais partager directement le terminal natif. Je ne sais pas si vous voyez ce terminal natif d'Ubuntu. Oui. Est-ce que si j'écris, vous voyez? Là, est-ce que tu as écrit déjà? Oui, j'ai écrit. Non. Donc, quand j'écris, vous ne voyez pas. Non. Ça, alors. Non, je ne peux pas. Je crois que quand j'écris, ça ne marche pas. Attendez un peu. Entre-temps, est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Oui, Franck. Oui, Bridge. En fait, Kafka a plusieurs fichiers de config. C'est lequel que tu as ouvert? On n'a pas précisé lequel des fichiers. C'est dans quel fichier tu fais la config? Je pense que là, il est en train d'essayer de trouver la solution par rapport à son terminal. Oui, attends, je vais te répondre. Je disais tantôt que tous mes fichiers de configuration sont sous forme de variable d'environnement. Donc, je ne précise pas un fichier de configuration précisément. Ah, ok. La config n'est pas faite dans Non. l'un des fichiers de Kafka. Non. Ok. Il est fait dans les variables d'environnement. Et Kafka, lors du bootstrap, donc lorsqu'il démarre, Kafka récupère ces variables d'environnement, les traduit et génère un fichier properties. Hmm. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Je comprends, mais comment est-ce qu'il il récupère ça sur quelle base? Tu as au moins signalé ces variables d'environnement dans l'un de ces fichiers. Oui, dans mon fichier Qualer au niveau du conteneur, parce que quand tu lances un conteneur, tu peux préciser les variables d'environnement. Donc, je précise les variables d'environnement et ces variables d'environnement sont lues par Kafka, par l'image, le conteneur Kafka et transcrit. Il y a une nomenclature. Je vais vous envoyer même le lien parce que, en fait, j'ai tout décrit dans mon tutoriel. Il y a le lien dans la nomenclature comment dire, en fait, des variables d'environnement Kafka. Donc, par exemple, je prends un exemple. Si tu veux configurer, par exemple, le Enter Broker Protocol, je dis n'importe quoi, dans la nomenclature, on te dit, tu vas commencer par la variable d'environnement va commencer par un préfixe Kafka en majuscule. En fait, tout est en majuscule d'abord de 1. De 2, ça va commencer par un préfixe Kafka. De 3, tous les points sont remplacés par les tirets, par les underscores, pardon, excusez-moi, pas les underscores, et tous les tirets, c'est-à-dire tirets de 6, sont remplacés par les doubles underscores. Et le underscore lui-même, non, pas le triple underscore, pardon, et le underscore lui-même est remplacé par le double underscore. Donc, ils ont bien décrit ça dans leur documentation GitHub.
Donc, si tu veux faire uniquement de la configuration Kafka via les variables d'environnement. Donc, je vais envoyer ça d'un moment à l'autre. Donc, je regarde d'abord, je vais d'abord zoomer mon écran pour voir. Peut-être c'est parce que je n'avais pas zoomé, je ne sais pas. Donc, je vais zoomer tout de suite mon écran. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ça dérange complètement. Et vous voyez mon écran. On voit ton écran. Je ne sais pas. Mais Est-ce que tu as partagé l'écran entier, Bridge? Oui, j'ai partagé l'écran entier. Voilà. Est-ce que... non, je pense qu'il y a toujours un petit souci. Est-ce que tu peux par exemple baisser la fenêtre de Teams là pour voir si tu as accès à d'autres fenêtres? Les Teams, ok, je vais baisser. Pardon, des Meet, pardon. Je dis Teams. Les Meet. J'ai baissé. Est-ce que vous voyez mon écran? Wow. Là, on est toujours sur la fenêtre de Meet. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est la meilleure. Je ne peux même pas présenter ici. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas présenté. Là, non, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, je vais un peu fermer au terminal. OK. Est-ce qu'il y a un écran derrière? Vous voyez un écran derrière qui peut se passer? Je sais Non, pas. non, rien ne s'est passé. Oh, je ne sais pas. C'est quand je partage mon écran, ça ne marche pas. Là, on a Est-ce que tu peux changer de navigateur? C'est jamais. Le navigateur, OK, je vais changer. Bon, Google Meet n'est pas sur. Bon, je vais changer de navigateur, OK. Je vais passer à. Je ne sais pas si tu utilises, si c'est l'application Google Meet. Bon, si tu as Google Meet, tu essayes un peu sur Chrome ou bien si tu as Mozilla, tu essayes aussi avec Mozilla. OK, d'accord. OK, je vais changer de Google. Je vais utiliser un autre navigateur pour voir, pour démarrer Google Meet à l'intérieur. Et 1 minute, je le fais tout de suite.
Ok. Donc, j'ai ouvert depuis j'ai laissé Chrome, j'ai ouvert depuis le navigateur Google, effectivement, Firefox. Espérons maintenant que les choses vont aller. Bon, l'écran est visible. Euh, Oui, bon, je viens de partager, hein, je viens Oui, tout oui, juste. ça a l'air bon là. Je vois ta souris Oui, bouger là. ah oui, Voilà, partage. voilà. Ok, merci. Merci à celui qui m'a donné l'astuce. C'est vraiment un peu c'est ça. Et mon terminal, c'est bon. J'ai écrit même déjà. C'est bon. J'ai fait oui, les. Voilà, ça c'est mais génial. Non, j'ai écrit. Regarde, j'ai oui, écrit là c'est maintenant. bon. Bébé. Ok. Oui, c'est bon. C'est Ce bon, que je- tu peux maintenant, Ça c'est va aussi d'envoyer ton maintenant. navigateur en arrière-plan. Parce que on a l'impression que ton terminal Oui, j'ai enlevé, ne t'inquiète, j'ai enlevé. Je viens d'enlever. Ok, bon, je vais splitter mon terminal ici en deux. Il y en a deux. Vous voyez le split, c'est ça? Oui, c'est bon. Merci à Kevin. Merci, Kevin. Un grand merci pour l'astuce. C'était vraiment. Ah, je vous en prie. Ok, allons-y maintenant. Je n'étais où? Premier cas, bon, je vais me connecter sur mon broker. Il est connecté. Non, non, je ne suis pas sur le broker. Je ne suis pas dans l'emplacement du Vagrant. Il arrive à ça. Ok, et je valide. Une fois connecté, pourquoi celui-ci bouge? Ah, l'un bouge à la place de l'autre. Ah, peut-être j'ai configuré. Ok. Ok. Ok, d'accord. On a Build, Kafka. Ok, Vagrant, SSH, Broker. Ok, d'accord. Ici, je vais me connecter en tant que client, c'est-à-dire sur le deuxième terminal. Bon, je vais réduire ça pour que ça ne m'affiche plus. Je vais mettre ça plus haut. Donc, sur mon deuxième terminal, je vais mettre directement en Build, en Kafka. Ok, d'accord. Je me connecte sur le serveur qui va me servir de client pour joindre Kafka. Ok. Donc, je ne sais pas si ça peut zoomer un peu. Oui, je zoome. Ça, oui, c'est bon. Attends, je vais revenir. Oui, ça, c'est mon serveur. J'ai zoomé. Ok, voilà. Donc, au fur et à mesure, je vais zoomer. On va voir comment ça se passe. D'accord. J'ai maintenant, je zoome celui-ci pour mettre le terminal en avant. Donc, j'ai maintenant mon terminal là. Je vais aller directement pour éditer mes fichiers de configuration. Donc, j'avais déjà mis mes fichiers de configuration du système du conteneur. Donc, j'ai mon conteneur Kafka-1. Je vais profiter pour vous expliquer immédiatement. Donc, déjà, vous voyez mon écran. Et si je mets en surveillance, vous allez toujours voir mon écran. Oui, D'accord, super. Comme je disais, bon, voilà ma souris qui bouge. Donc, le Kafka Node ID, c'est le numéro d'ID du nœud Kafka, c'est-à-dire sur mon premier conteneur Kafka sur le numéro 1. Ensuite, le process role, c'est le rôle donné à mon conteneur. Est-ce que je lui donne le rôle de broker ou de contrôleur? Là, pour le cas d'espèce, c'est le rôle de broker et de contrôleur en même temps. Ensuite, on a le Kafka listener, comme je disais, c'est important. Je nomme, je sépare, je split les listeners en fonction je veux dire, en fonction du but, de son but. Donc ici, de son objectif.
Ici, j'ai internal parce que je veux que les communications interbroker soient au niveau de internal sur le port 19.0.92. J'ai le contrôleur de communication intercontrôleur soit sur le port 29.0.93 et j'ai le external de communication à l'extérieur soit sur le port 90.92. Mais comme le conteneur, on ne peut pas accéder à ce port, c'est pour ça que je publie ce port avec la configuration publish port au niveau de la 29.0.92. Donc, pour dire que toute personne qui va communiquer sur la 29.0.92 va être redirigée sur la 90.92. Maintenant, j'ai mon interbroker listener name. Ici, c'est le nom de mon listener pour la communication interbroker. J'ai nommé ça internal, comme ici, et je l'ai défini sur le listener. J'ai mon security protocol, comme on avait les cartes au niveau de sécurité, de protocole de sécurité. Mais ici, pour le premier niveau, puisque Kafka, puisque pour l'instant, pour le premier cas, on ne configure pas de sécurité. C'est pour ça que je mets plein test pour dire que, et comme j'ai dit, plein test, quand il n'y a pas SASL, lorsque c'est plein test ou bien SSSL, il s'agit du transport. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que toutes les communications vont être en clair au niveau transport. Maintenant, j'ai mon advertise listener qui permet de dire, advertise listener, c'est aussi important. C'est une information qui est donnée jamais au client. Ça peut être un broker ou bien ça peut être un client lui-même, un client Kafka, pour dire que, OK, si tu veux communiquer avec moi, alors voici l'adresse que tu dois utiliser pour pouvoir communiquer avec moi. Voilà, ça, c'est un exemple. Et ici, je l'ai mis pour mon internal, pour la communication interbroker, et j'ai mis pour le external, avec l'adresse IP de la VM sur laquelle mon conteneur est, sur lequel mon conteneur est installé. Vous voyez un peu la VM, l'adresse IP de la VM et l'adresse IP et le port d'exposition. C'est ça ici. J'ai mon contrôleur listening name, c'est-à-dire le nom de mes contrôleurs. Bon, comme j'ai un seul contrôleur, c'est pour ça que j'ai mis un seul nom ici. J'ai mon security protocol map. C'est aussi, listener security protocol map, c'est aussi une variable d'environnement très importante dans la sécurité Kafka. Pourquoi? Parce que ici, on map le listener avec le protocole de sécurité. Donc, il faut connaître d'abord les 4 protocoles de sécurité pour pouvoir faire ce mapping. On avait dit le plain test, le SSL, le SASL, le SASL underscore plain test, le SASL underscore SSL. Ici, comme il n'y a pas de sécurité, c'est pour ça que je mets le mode de transport plain test, c'est-à-dire partout, c'est-à-dire au niveau de internal, contrôleur et external. Maintenant, j'ai mon quorum voteur. Donc, ça c'est pour répondre à la question de Ghislain tout à l'heure. Avec mon quorum voteur, ici, je liste l'ensemble de mes contrôleurs qui entrent dans le cluster Kafka. Tous mes contrôleurs qui entrent dans le cluster Kafka. Et voilà, ça, c'est la liste. Et je les identifie par leur nom de domaine. Et vous savez vous-même que lorsque nous sommes en termes de contrôleur, le nom de contrôleur fait office à résolution DNS sur l'adresse IP du conteneur. Donc, c'est pour ça que vous voyez le nom du conteneur ici. Donc, Kafka-1, 2.29.0.93, Kafka-2, 29.0.93, Kafka-3, 29.0.93. Et il faut préfixer ça par le numéro qui est le Kafka Node ID. C'est pour ça que je mets 1 arrobas, et ensuite 2 arrobas, ensuite 3 arrobas. Bon, pour les autres, ce n'est pas trop important dans la sécurité, replication factor, replication, en fait, tout ce qui est en bas, ce n'est pas trop important. Maintenant, ici, on a le Kafka Log ID qui permet de, comme je vous disais tout tantôt, il faut persister les données de Kafka. Lorsque vous utilisez les conteneurs, il faut persister, c'est-à-dire monter en volume et là persister. Et c'est pour ça que ici, je crée un volume au niveau de data 1 et je persiste ce volume-là, puisque ça, c'est un répertoire, en fait, je la persiste au niveau de l'autre, donc avec le répertoire data 1 qui est déjà configuré, mais du moins qui est déjà créé. Et ainsi de suite pour tous les autres conteneurs Kafka. Donc, comme j'ai déjà configuré ça comme ça, ce que je vais faire, bon, je montre aussi la configuration des autres, donc je ne veux plus décrire, donc Kafka 2 et pour les autres aussi, Kafka 3. Donc, comme tout ça est déjà OK, alors ce que je fais, c'est que je valide d'abord ma configuration. Lorsqu'on utilise le système D, je l'ai dit dans ma précédente présentation avec le quadlet système D, il faut d'abord faire du démon reload. Je suppose que vous avez déjà eu à faire ça. Donc, je fais du démon reload pour valider la configuration, la nouvelle configuration que j'ai fait. Et étant donné que j'avais déjà supprimé les répertoires, vidé les répertoires de l'ordre des anciens lors de Kafka pour les tests que je faisais, alors maintenant, je vais démarrer chaque conteneur Kafka. On va voir comment ça se passe.
Donc, allons-y. Je démarre chaque conteneur Kafka. Stat, je prends le premier conteneur Kafka. Voilà. Et quand je tabule, ça veut dire qu'il reconnaît déjà mon service. Il reconnaît déjà le service Java plus. Je tabule ici. Je mets 1. Je tabule. Ça veut dire que mon conteneur Kafka 1, c'est un service système D. Donc, je valide. Ensuite, il a déjà démarré. Je prends le 2, je valide. Ensuite, le 2 a déjà démarré. Je prends le 3 et je valide. Le 3 a déjà démarré. Maintenant, pour savoir si effectivement mes conteneurs sont démarrés aussi, je peux interroger le statut comme système D, comme on a l'habitude de faire. Status, ça veut dire qu'il est active running, donc ça veut dire qu'il est démarré. Donc, je peux aussi faire Podman conteneur LS ou bien PS, comme on veut. Ici, ça veut dire que mes 3 conteneurs sont bien démarrés. Et ici, il faut indiquer, il faut voir le statut up, 25 secondes. Donc, il faut prêter attention au statut parce que parfois, le conteneur peut redémarrer et que le nombre de secondes revient encore comme au début. Donc, je refais encore PS. Vous voyez, donc ça a augmenté. Donc, ça veut dire que mon conteneur est bel et bien en marche. Donc, c'est bien quoi, ce que je veux dire. Maintenant, on a fini de configurer un cluster Kafka sans sécurité, mais sans sécurité, ce n'est pas bien parce que il y a vraiment donc, en fait, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a aucune sécurité qui a été faite ici, vraiment aucune sécurité. Donc, et pour le prouver, ce que je vais faire, je vais interroger le cluster Kafka. Donc, ça veut dire que je me place en tant que client, n'importe quel client, j'interroge le cluster comme je veux, où je veux et quand je veux. Donc, du coup, je vais lancer le deuxième terminal. Donc, je vais restaurer celui-ci. Je lance le deuxième qui me sert de terminal de client. OK, je suis sur le client, donc je peux faire d'abord la commande NC pour vérifier si je suis, si effectivement je peux joindre le port 29092, le port de Kafka, ou bien, puisqu'il y a plusieurs ports que j'ai exposés, donc il y a le port 2992, le port 3992, donc pour les autres brokers, donc pour les autres conteneurs. Bon, supposons que j'ai choisi le port 29092, j'ai mon adresse, l'adresse de mon, comment dire, de mon serveur broker, c'est 192.168.56.209. Donc, je teste la 29092. Donc, sur site, ça veut dire que le port est bien en écoute au niveau de mon serveur Kafka. Voilà, ça c'est le client. Donc, ça c'est la première des choses que je sais que dit le pirate, excusez-moi du terme, fait. Maintenant, deuxième chose, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire, OK, je veux voir si ce conteneur, en fait, ce cluster est en sécurité. Donc, il va interroger, par exemple, je vais utiliser K4, par exemple. K4, excusez-moi. Je veux bien que -B pour dire que j'indique mon broker, en fait, mon cluster Kafka, l'adresse de mon broker. Ici, c'est 2 points. Et ensuite, je mets -L pour dire que je liste l'ensemble des métadonnées de mon cluster Kafka. Voilà, j'ai listé et ça marche bel et bien. Donc, ça veut dire que le pirate ça indique déjà au pirate qu'il peut bel et bien, que le cluster n'est même pas sécurisé. Ça veut dire qu'il peut faire n'importe quoi dans le cluster. Il peut interroger le cluster. Il peut faire tout ce qu'il veut au niveau du cluster. Donc, voilà. Donc, je peux même, je ne sais pas, utiliser un outil, créer même un topic. On va voir l'outil tout à l'heure, Kafka.io. Je peux même créer un topic au niveau de ce cluster et faire tout ce que je veux. Donc, allons-y. Je vais lancer Kafka.io, qui est un outil qui me permet d'accéder aussi à Kafka. Je vais le lancer. J'espère que vous voyez l'outil en train de se démarrer. Oui. OK, super. Donc, je vais récupérer l'adresse, cette adresse, l'adresse de mon broker. Je vais charger au niveau de l'outil. Le voici. Donc, je vais faire add cluster pour ajouter un nouveau cluster au niveau de mon outil. Je vais écrire Kafka no secure. Donc, je vais appeler ça comme ça. Donc, le nom de mon broker, le nom de mon cluster au niveau de l'outil. Je vais mettre ça. Je vais faire que test. Vous voyez, et connection va successful made. Donc, ça veut dire que je me suis connecté. Il n'y a même pas de sécurité et ce n'est pas normal. Voilà. Et je save pour save la configuration. Maintenant, ensuite, je reviens ici au niveau de l'onglet gauche. Non, pas l'onglet, je veux dire de la partie gauche. Je me connecte sur le cluster. Là, maintenant, je suis connecté au cluster.
Donc, je peux aller au niveau du broker pour avoir les informations du broker. Ici, j'ai effectivement les informations du broker. Je peux aller sur le topic ici. Je peux avoir les informations du topic ici. Maintenant, vous allez me dire que bon, qu'est-ce qu'un pirate peut faire? Je peux créer un topic, par exemple. Je crée un topic. Je donne le nom de topic, appelons ça transaction, par exemple. Le nombre de partitions du topic, je dis ça 3. Pour le reste des choses, je laisse ça par défaut. J'écris créer topic. Il a créé mon topic avec succès. Donc, je mets OK. Donc, je me comporte un peu comme un pirate. Ici, je mets transaction. Vous voyez, j'accède à mon topic ici. Et effectivement, je peux tout faire. Je peux même envoyer un message dans mon topic. Si je veux, j'utilise le CLI, c'est-à-dire le Kafka 4, ou bien si je veux, j'utilise n'importe quoi. Bon, allons-y, utilisons la commande, par ligne de commande. Bon, je mets ligne de commande. Donc, je vais appuyer K4. Donc, avant d'utiliser K4, je construis d'abord mon message avec un écho. Je veux dire bonjour, je suis un pirate, par exemple, ici. Je fais un pipe pour dire que je redirige ça vers la sortie vers l'entrée de Kafka 4. Donc, la commande Kafka 4 ici, -B, je mets l'adresse du broker. Ensuite, je mets -P pour me dire je me comporte en ce moment en tant que producteur. Maintenant, je mets -T pour préciser quoi? Le topic. Le topic ici, c'est quoi? C'est transaction avec S. Et je valide. Vous voyez, donc j'ai écrit bonjour, je suis un pirate. On va voir ça au niveau de notre utilitaire Kafka.io. Déjà, si je rafraîchis ici, il va dire qu'il va recevoir déjà un message qui est arrivé. Je rafraîchis, vous voyez, il y a un ici. Avec ma souris, il y a un. Donc, je peux consulter le message ici. Je valide et le message est là. Bonjour, je suis un pirate, par exemple, ici. Donc, voilà en gros comment on peut accéder à un cluster Kafka et utiliser, par exemple, un outil comme Kafka.io. Ce n'est pas un outil de pirate, je précise bien. Kafka.io, ce n'est pas fait pour ça. C'est juste c'est un outil d'administration. Je le précise bien. Voilà. Donc, du coup, avec ça, je suis ancré dans un cluster Kafka. Ça veut dire que je peux faire n'importe quoi que je veux dans ce cluster. Je peux créer un topic, je peux envoyer un message, je peux faire n'importe quoi. Maintenant, je vais aller directement sur le deuxième cas. Le deuxième cas, attends, si je rappelle bien, comme les choses vont bien actuellement, donc je pourrais aller, attends, il est où, musique? Je vais aller directement sur le deuxième cas. C'était juste un rappel. Hein. Le deuxième cas consistait à faire quoi? Mettre en place un cluster Kafka avec une authentification SASL pleine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais maintenant changer mon cluster Kafka, c'est-à-dire les configurations de mon cluster, mettre une authentification simple, c'est-à-dire login et mot de passe, et montrer comment les limites, que ce n'est pas bien de s'arrêter là. Allons-y. Donc, dans un premier temps, je vais stopper d'abord mes conteneurs actuels, c'est-à-dire mes conteneurs actuels, je les stoppe, puisque je passe à une nouvelle configuration. Donc, je stoppe mon conteneur Kafka. Attendez, je mets... Non, je ne suis pas sur le serveur, excusez-moi. Je suis sur le client. Donc, je switch directement sur le serveur, ici. Zoom, OK, d'accord. Là, maintenant, je vais aller stopper mon conteneur, mes 3 conteneurs. J'ai le conteneur 1. Je stoppe. Je valide, il va stopper. Ensuite, je stoppe le 2. Je valide, il va stopper. Ensuite, je stoppe le 3. Je valide, il va stopper. Maintenant, ce que je vais faire, je vais toujours vider mes fichiers de configuration système de mes conteneurs pour charger un nouveau fichier de configuration. Et je vais en profiter pour vous montrer ça sur mon GitHub. Donc, allons-y, je vide d'abord le fichier de configuration de mon système de mes conteneurs. Donc, pour chaque conteneur, je vide. Parce qu'on va charger un nouveau fichier de configuration. Donc, je charge vide pour le 2. Ensuite, je vide pour le 3.
Une fois que j'ai vidé ça, je vais charger maintenant un nouveau fichier configuration qui permet de configurer le SASL plain, c'est-à-dire rien que avec le login et le mot de passe. Allons-y. Donc, du coup, je vais aller au niveau de mon Firefox. Je vais aller directement sur mon compte GitHub. Vous pouvez avoir mon compte GitHub, c'est Wilbry. C'est moi, Wilbry. Ceci, c'est mon compte GitHub. Je vais passer prendre mes configurations là-dessus. Ici, Kafka. Donc, toute la partie Kafka, c'est ici. Donc, même la partie sécurité, tout ce que j'ai eu à faire sur Kafka. Donc, je vais aller dans le volet sécurité. Et dans le volet sécurité, je vais aller dans le volet configuration, puisque j'ai mis les configurations déjà prêtes à l'emploi. Donc, dans le volet configuration, je vais aller dans le SASL plain, c'est-à-dire plain. Donc, c'est-à-dire ceci. Voilà. Dans le SASL plain, je copie d'abord ce fichier de configuration, qui est ça. C'est-à-dire le fichier de configuration pour le premier conteneur. Et je viens ici. Attendez. Et je viens ici, je vais le charger, le premier conteneur. Je VI, Kafka 1. Excusez. Maintenant, je vais, je vais régler ça après. Donc, je vais charger pour le premier conteneur qui est ça, et je vais expliquer tout de suite. Les changements que je vais expliquer ici, c'est quoi? C'est que, de 1, vous voyez le Security Protocol, c'est le SASL Plain Text, c'est-à-dire le protocole de sécurité que j'ai présenté dans les slides. C'est le SASL Plain Text, c'est-à-dire là, l'authentification, c'est SASL, le transport, c'est Plain Text, c'est-à-dire le mode, c'est pour ça que je vous ai dit, ce mode n'est pas sécurisé, puisque les messages seront toujours en clair. Et on va même voir comment intercepter le mot de passe lorsque je vais m'authentifier avec un client Kafka. Alors, j'ai le SASL Plain Text. Ensuite, j'ai rien ne change côté listener ni côté interbroker. Maintenant, pour le mapping, je fais le mapping des protocoles, c'est-à-dire listener security protocol map. Je mappe le internal au protocole SASL Plain Text. Ça peut dire que je veux que désormais mes communications interbroker soient authentifiées. Donc, le broker pour communiquer à un autre, il s'authentifie. Donc, il s'authentifie avec un login, un mot de passe. Ainsi de suite. Maintenant, pour le conteneur, je le laisse là, je le laisse pour l'instant en plein test, c'est-à-dire sans sécurité ni authentification. Maintenant, pour les clients externes, je dis aussi qu'ils doivent s'authentifier avant de pouvoir accéder à mon cluster. Maintenant, il y a une autre partie qui est très importante, c'est le mécanisme utilisé. Parce que lorsque on définit la méthode d'authentification, le SASL, il faut définir le mécanisme. Or, ici, le mécanisme, c'est quoi? C'est le SASL, mécanisme interbroker protocol. J'utilise quoi comme mécanisme? Le plain. C'est pour dire que j'utilise le plain, c'est pour dire que je vais utiliser juste le mécanisme envoi du user et du mot de passe via les zones de communication. Et ça, c'est interbroker, ça veut dire entre les brokers. Et maintenant, celui-ci, en bas, SASL enable mécanisme. Ici, c'est pour l'activer, pour activer le mécanisme en question. D'accord? Ici, c'est pour activer le mécanisme en question. Parce que si vous n'activez pas ça, si vous omettez cette configuration, en lançant Kafka, il va vous dire que cette configuration n'a pas été activée. Donc, il faut activer cette configuration. Et là, on va voir plus tard, toujours dans la présentation, qu'on peut activer plusieurs mécanismes en fonction de la configuration dont on veut faire pour chaque listener. Ensuite, on a maintenant le Kafka Option, c'est-à-dire c'est une façon d'injecter les options au niveau de Kafka. Je pense que ça, c'est quelque chose du côté Java. Donc, j'injecte ici la configuration du fichier JAS, la configuration de mes users et des mots de passe, puisque je vous ai dit tout à l'heure que les users et les mots de passe sont stockés dans un fichier de configuration et ce n'est pas bien en termes de sécurité. Donc, d'ailleurs, tout à l'heure, on va voir ça tout de suite. Maintenant, comme j'ai ça, j'enregistre. Ensuite, je m'avais copié aussi pour le deuxième conteneur, qui est ça. Donc, je copie pour le deuxième conteneur, qui est ça. Donc, je valide là. Et j'ai mon Kafka 2, donc c'est bon.
Ensuite, je prends pour le dernier conteneur, qui est ça, qui est le Kafka 3. Et je valide pour mon troisième conteneur, qui est ceci. Une fois terminé, je vais vous montrer le fichier JAS que je vous parlais, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est ce fichier-ci, il est déjà présent sur mon cluster, sur ma VM. C'est sur le fichier Kafka. Ça s'appelle Kafka Server. Je vais bien expliquer ça. Donc, comme plain, donc puisque je suis en train de faire du SASR plain, c'est ce fichier. Donc, je mets en surbrillance. Vous voyez ici que ces fichiers, ça c'est la syntaxe de comment se forme ce fichier. Donc, on met d'abord Kafka Server, avec K en majuscule, bien sûr. Et ensuite, entre accolades, on autorise, je vais dire, on active le module plain login module, c'est-à-dire c'est du SASSL plain. Donc, on active ce module. Et ensuite, quand on met le username et le mot de passe, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce username et ce mot de passe sera utilisé comme pour le broker qui va l'utiliser comme un client. Si le broker se place comme un client à un autre broker, alors il va utiliser ces credentials-ci, ces credentials. Maintenant, si par contre, en bas, on voit user admin, ça c'est la définition maintenant de ma table des utilisateurs. Donc, ça, pour définir la table des utilisateurs, on met le mot-clé user underscore. Ensuite, tu mets le nom de l'utilisateur, tu mets égal. Ensuite, tu mets le nom, tu mets le mot de passe. Je pouvais mettre un mot de passe ici, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 8, ou bien un mot de passe ici, comme, je ne sais pas, comme Dexter, comme Dojo, n'importe quoi. Ce n'est pas un template de mot de passe. Donc, c'est juste, on peut choisir n'importe quel mot de passe ici. Donc, ça veut dire que ces trois éléments-ci représentent la table de mes utilisateurs. Et tout à l'heure, vous allez voir, je vais utiliser Alice pour me connecter avec Alice, ou bien je vais utiliser Bob pour me connecter avec Bob. Voilà comment se passe la table des utilisateurs pour le SASL plain. Donc, je vais valider mes configurations Kafka et je vais redémarrer. En fait, je vais démarrer puisque j'avais fait stop. Je valide d'abord le démon reload. OK, c'est bien, c'est parfait. Ensuite, je fais du start pour le démarrer. Il y a qui? Kafka. Kafka 1, je démarre Kafka 1. Ensuite, je démarre Kafka 2. Ensuite, je démarre Kafka 3. Maintenant, pour savoir si c'est bel et bien démarré, je fais pour mon conteneur ls. C'est bel et bien démarré. Et je peux même attendre un peu quelques minutes pour voir si effectivement tout se marche bien, si tout roule. Vous voyez, j'ai attendu et le nombre de secondes augmente ici, donc ça veut dire que tout se passe bien. Donc voilà, donc le cluster n'a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de mes communications désormais? Mettons-nous toujours à la place du pirate. Donc, je reviens en mode pirate, excusez-moi du thème. Je vais restaurer ceci. Je reviens sur ma console de pirate là. Zoom le terminal. OK. Ici, désormais, je constate toujours que je peux toujours accéder. Le port est toujours ouvert. Le port côté Kafka est toujours ouvert. Mais cette fois-ci, j'essaie un peu de lister l'ensemble de mes, je vais dire quoi, l'ensemble de mes, en fait, je mets les métadonnées de mon cluster. Donc, je valide là. On me dit, qu'est-ce qu'on me dit? SASL Authentication. Donc, je ne peux plus me connecter parce que je n'ai fourni aucune authentification. D'accord? Donc, ça veut dire que je ne peux plus me connecter. Mais supposons que par exemple, pour une raison ou une autre, c'est une personne de l'entreprise, une interne d'entreprise. Voilà, ça veut dire qu'il peut avoir peut-être le mot de passe. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas bien de stocker dans Kafka les fichiers de configuration. Donc, on suppose qu'il a eu accès à ce fichier de configuration et qu'il essaie de se connecter. Donc, voilà, on a l'historique ici. Bon, je vais prendre la commande qui était déjà faite. Bon, je vais prendre cette commande dans l'historique ici. Voilà. Donc, je mets ceci. Mais, une fois que j'ai mis ceci, je dis, bon, ce qui tue protocole, c'est SASL plain text, on l'a dit tout à l'heure. Maintenant, mon mécanisme, c'est plain, on l'a dit tout à l'heure. Maintenant, le username ici, c'est quoi? C'est Alice, et le mot de passe ici, c'est quoi? Alice secret. C'est ce qu'on a vu. Et je valide. Vous voyez, donc les informations s'affichent là.
Donc, ça veut dire que je me suis connecté et là, il m'a autorisé à me connecter. D'accord? Bon, maintenant, supposons qu'il y a une autre personne, enfin, une personne malveillante, il n'a pas ce mot de passe, par exemple. Donc, ici même déjà, vous voyez, dans ma fenêtre de Kafka IO, il ne peut plus se connecter. Tout ce qui est en rouge là, c'est pour dire que la connexion, en fait, du moins, la connexion n'est pas bonne parce que lui, il fait aussi du long pooling pour tester si le cluster est toujours actif. Là, ici, c'est ce qu'il a fait. Il a constaté que la connexion n'est plus bonne parce que je n'ai pas mis le login et le mot de passe ici. Donc, ici, je vais stopper ça, disconnect. Ce que je vais maintenant faire, je vais supposer que, OK, donc je vais le configurer pour qu'il puisse se connecter, c'est-à-dire avec le login et le mot de passe de Alice, par exemple. Dans cette fenêtre, je passe sur Kafka Security. Après, je passe sur, puisque je dois choisir le type de sécurité. Donc, je choisis le type de sécurité SAS Plain Test. N'oublions pas, c'est ça qui a été choisi. Maintenant, le SAS Plain Test Type, donc, c'est-à-dire de choisir le mécanisme. Maintenant, c'est quel mécanisme qu'on a dit? C'est le mécanisme plain, c'est-à-dire l'envoi du login et le mot de passe. Maintenant, ici en bas, je choisis le mécanisme, en fait, le fichier JAS, puisqu'il y a le fichier JAS config aussi pour le client. Comme il y a aussi pour le serveur, il y a aussi ça pour le client. Comme l'utilité ici m'aide aussi à immédiatement vite configurer, je clique seulement sur plain, puisque c'est le mécanisme qui est utilisé. Donc, je clique sur plain. Il me génère un fichier déjà tout fait ici. Je remplace seulement le user par Alice et le mot de passe par Alice-secret. Voilà. Ici, je fais test connexion. Allons-y. Vous voyez, les connexions vont successfully. Donc, ça veut dire que la connexion a été faite avec succès. Donc, je save. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est que malgré cette connexion avec succès, alors quelqu'un peut toujours s'amener à, comment dire, à intercepter les messages du cluster, en fait, les messages du broker, puisque la communication, c'est maintenant pleine. Donc, il n'y a aucune sécurité. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au niveau de mon broker. Bon, si j'ai pris un exemple avec TCP dump. Hein. J'ai pris un exemple, c'est juste un exemple. Donc, je vais restaurer d'abord cette fenêtre, restaurer tous les terminaux. Et je relance mon terminal de broker. Voilà. Donc, je mets bien pour que ça ne... Ensuite, je vais appliquer le TCP dump. Bon, je pense que c'est quelque chose que j'avais déjà fait. Je vais juste rappeler la commande pour voir. TCP dump, c'est peut-être... Bon, c'est pas grave, je vais faire TCP. Voilà, le voici. Je vais le rappeler. Sur le TCP dump, étant donné que j'écoute sur le ETH1, c'est-à-dire sur l'interface 1, vous voyez un peu sur l'interface 1 où passent les communications Kafka, et le tiret -1 pour dire que je désactive la résolution DNS des adresses, donc les adresses sont totalement en clair, et aussi le tiret S0 pour dire que j'affiche la taille complète du paquet qui a été capturé, le tiret A, le mot, le format ASCII, le format hexadécimal, et je précise le port de Kafka ici, et tiret W pour dire j'écris ma capture, l'objet de ma capture dans un fichier PK. Je nomme ça peut-être Kafka.pk, par exemple. Ok. Alors, je me place d'abord en mode... Comment je vais faire ça? Je me place d'abord en mode producteur avec mon outil, avec l'outil de Kafka IO. Donc, parce qu'il faut que je produise le message. Donc, je me connecte sur le message, sur le topic transaction. Et ensuite, je clique ici sur Product Message. Donc, je clique là. Donc, je vais envoyer un message. Je vais dire, transaction ID. Je dis n'importe quoi, hein, transaction ID espace. Je suppose que ça, c'est le numéro de la transaction. Donc, je peux ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suppose que ça, c'est le numéro de la transaction. Bon, je ne valide pas encore parce que je vais mettre d'abord mon TCP dump en mode sniffing. Alors, qu'est-ce que je fais? Je lance mon sniffing là, sur ce port, je valide. Il est déjà en mode sniffing ici, TCP dump, l'encre de capture et le paquet. Ensuite, je reviens sur le... Ensuite, je reviens sur le... comment dire, sur ceci, je lance immédiatement
j'envoie un message. Vous voyez, j'ai envoyé un message là au niveau de mon topic transaction et je ferme. Là, je reviens maintenant ici. S'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez. Donc, je bloque, enfin, du moins, je pense sur mon processus de sniffing. Donc, un fichier PCAP a été généré. C'est ces fichiers que on peut charger, par exemple, sur Wireshark. Donc, je vais récupérer ces fichiers depuis mon terminal au niveau de de ma machine haute. Donc, je restaure d'abord ceci. Voilà, une fois restauré, je vais aller au niveau de ma machine haute, là, pour pouvoir récupérer ces fichiers, par exemple. Bon, je peux faire du SCP. Puisqu'il se trouve sur en fait, sur ma VM. Donc, je fais du SCP Vagrant @ je mets l'adresse IP, mon adresse IP ici. Voilà, je mets 2 points, puisque je vais le récupérer sur le ROM de ma VM Vagrant, / et c'est nomme kafka.pcap ici. Kafka.pcap et je le place à ce niveau du répertoire dans mon home lab. Donc, je valide là. Je mets le mot de passe qui est Vagrant. Voilà, il a téléchargé mon fichier kafka.pcap. Et ensuite, on peut lancer maintenant Wireshark comme ceci. Et je m'avais récupéré le fichier pcap que j'ai immédiatement, comment dire, immédiatement j'ai généré ici. J'ouvre. Et immédiatement, on voit les communications qui ont été capturées là. Et pour voir maintenant certaines communications en clair, il y a certains types de, comment dire, certains types de packages, les PSH, ceci. Vous voyez, regardez ici en bas, vous voyez, il y a Alice et Alice-secret. Donc voilà le mot de passe qui a été vu en clair ici. Donc Alice et Alice-secret. Donc pendant que le broker ou bien du moins le client envoie le message, pendant qu'il envoie le message, il s'authentifie et il envoie les credentials en clair. Et voilà ça, Alice et Alice-secret. Donc voilà un peu un exemple de capture de ça. Mais il ne faut pas faire ça quelque part, donc c'est pas bien. Maintenant, ça c'était le but. Il y a Franck qui a la main levée. Oui. Oui, Bridge. J'aimerais savoir, s'il te plaît. Quand tu vois Alice-secret, comment tu sais que ce sont les credentials? Bon, il peut, en fait, si quand tu connais l'enchaînement, si par exemple, plus des personnes qui font généralement du app, ce sont des personnes qui connaissent le fonctionnement, par exemple, d'un cluster. Si tu connais le fonctionnement, tu connais comment les communications d'un cluster se vont, tu sais que lorsque quelqu'un envoie lorsque quelqu'un envoie le message, il s'authentifie d'abord, tu vois, en envoyant son login de mot de passe. Et quand le serveur accepte, et ensuite il produit son message. Donc, du moment où tu sais déjà ça, tu peux identifier déjà dans Wireshark, par exemple, ces packages. Tu sais que les premiers paquets, c'est peut-être pour établir d'abord la connexion d'authentification. Ensuite, les paquets qui suivent, c'est pour établir la production du message. Je ne sais pas si on se voit un peu. Donc, ce n'est pas comme si c'est une connaissance qu'il sait, il sait le faire. Et il sait qu'à cette étape-ci, c'est la communication pour envoyer du login et de mot de passe. Il le sait. Quelqu'un d'autre a une question? Non. Ok, on peut continuer. Ok, d'accord. Maintenant, on va aller pour ce volet, c'est terminé. Donc, on va aller au prochain volet qui
représente le volet du K3 avec authentification SSL SRAM. Donc, toujours avec le SSL SRAM, il n'y a pas toujours d'autant. Il y a l'authentification, mais il n'y a pas de sécurité niveau transport, comme je le disais tantôt. Donc, on va faire la même chose. Je vais arriver au niveau de mon terminal. Je vais ici, je vais stopper comme habituellement mes conteneurs pour charger un nouveau fichier de configuration. Ensuite, quand je vais finir de charger, de stopper mes conteneurs, il faut que je vide mes fichiers de configuration. C'est-à-dire ceci. Je vais appliquer ces commandes pour les vider. De même ici. De même pour le 3. Et aussi, je vais supprimer les métadonnées parce que, comme je le disais tantôt, pour faire du SRAM, il faut configurer d'abord les credentials interbroker avant le démarrage des conteneurs. Donc, on les configure d'abord, c'est-à-dire on exécute une commande qui va créer les métadonnées avant le démarrage du conteneur. Une fois qu'on va démarrer le conteneur, il va créer maintenant les métadonnées. On pourra maintenant créer les métadonnées des clients. Donc, la configuration du SRAM pour la communication interbroker c'est fait d'abord avant. Donc, créer son login et le mot de passe avant. D'abord, avant de pouvoir maintenant créer le processus des clients après, une fois que le conteneur est démarré. Donc, ce que je fais, c'est que je supprime, tout ça, ça ne me servira plus à rien. Les métadonnées Kafka. Donc, je supprime ça. Je supprime aussi pour le deuxième volume. Donc, ça dit tous les métadonnées de tout ce que je fais avant seront perdus. Maintenant, ce que je fais, comme je disais, je dois d'abord lancer la commande qui permet de générer les métadonnées du cluster Kafka en mode SRAM avant de démarrer pour la communication interbroker. Alors, pour cela, j'utilise cette commande-là. C'est toujours une commande de Kafka, donc ça veut dire je lance le conteneur, un conteneur volatile. Il va juste aller exécuter la commande et laisser fermer. Donc, une fois que je vais le faire, je lance là, je copie, je mets là. Donc, ici, du coup, on a podman run-m. -rm, c'est pour dire que quand il va exécuter le conteneur, il va supprimer le conteneur après. Donc, je me place toujours dans le network Kafkanet, c'est-à-dire le réseau. Et ensuite, ça, c'est le hostname, qui est le -h, le hostname du conteneur volatile qui va être démarré. Ensuite, je précise les locks, c'est-à-dire la partie persistance des locks, ici, où je vais sauvegarder les métadonnées des métadonnées SRAM. Je le précise là et je monte son volume à ce niveau. Ici, à ce niveau. Donc, une fois fait, la commande qui est vraiment intéressante ici, c'est cette commande-ci. C'est-à-dire cette partie que je mets en surveillance. Ça. Donc, j'utilise la commande Kafka Storage, puisque la commande Kafka Storage est faite pour pouvoir formater le volume persistant d'un broker Kafka en mode SRAM avant son redémarrage. Donc ici, je dis format, je précise le numéro du cluster qui est cette chaîne de caractères et c'est la même chaîne de caractères qui est utilisée dans mes conteneurs. Ensuite, j'utilise le properties, le fichier properties qui est propre à, comment dire, qui est propre à mon cluster, à mon conteneur, à mon premier conteneur, c'est-à-dire qui est conteneur 1. Et ensuite, j'ajoute ces options-ci pour dire que je crée l'admin et le mot de passe de SRAM de mon broker pour la communication interbroker.
Voilà, donc ceci doit être fait, comme je disais tantôt, ceci doit être fait avant, bien avant. Voilà, je valide. Donc, on patiente un peu, il est en train de faire le formatage, il va nous donner un truc, voilà. Le formatage est complet, on a un seul message. Je fais aussi la même chose pour le deuxième conteneur, donc la persistance du deuxième conteneur, ça. Donc, je dois tout expliquer. Et je fais aussi, enfin, je prépare aussi déjà l'autre. Pour le troisième, c'est ça. Donc, ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est qu'il a formaté tous les trois, comment dire, tous les trois conteneurs. Attends, j'ai utilisé la même chose, attendez. Ici, c'est Postman. Ah non, j'ai utilisé la même chose. Je n'ai pas bien copié. Ah bon, peut-être c'était la même chose. Bon, ok, je vais remplacer juste pas les bonnes valeurs du Kafka 3. Donc ici, pour le 3, j'utilise la même commande, mais je vais remplacer le stockage. Ici pour le 3. Remplacer aussi ici le properties pour le 3. Donc, la même chose ici pour le hosting 3. Et je pense que le reste, c'est sans changement. Voilà, et je valide. Voilà, il dit bien que ça a été bien formaté. Donc, maintenant, on configure maintenant pour Kafka proprement dit pour le mode SRAM. On l'a configuré proprement dit. Donc, pour le fichier configuration, comme habituellement, j'ai mon dossier ici. Non, ça c'est SASS. J'ai mon dossier SRAM ici. Là, il ne reste plus vraiment assez de temps, donc on va un peu vite avancer. Oui, on va un peu. Maintenant, on a le plus conteneur 1, SASSL SRAM, ici. Donc, je vais valider ça rapidement. Donc, ici, maintenant, ce qui a changé, c'est quoi? C'est le mécanisme. Vous voyez, le mécanisme ici, c'est SRAM, SHA 512 pour la communication interbroker et aussi pour la communication client ici. SAS, mécanisme, ça c'est pour le client. J'utilise le mécanisme SRAM SHA 512. Par contre, pour le contrôleur, par défaut, dans la documentation, n'est pas compatible au SRAM. Ou bien, du moins, ils n'ont pas fait ça pour le SRAM. Donc, c'est pour ça que je mets toujours le mécanisme pour la communication intercontrôleur, le plain, donc intercontrôleur. Donc, voilà. Donc, maintenant, je peux valider ça rapidement. Je fais aussi pour le 2, très rapidement. Je copie juste ça. Ça, c'est le 2. C'est la même chose. Ensuite, je fais le 3. Je copie juste là, 3. C'est la même chose. Donc, comme je disais, le mécanisme qui change ici et aussi le fichier server JAS, donc c'est-à-dire le fichier que je monte. Maintenant, je monte un fichier SASSRAM, c'est-à-dire un fichier dont j'ai configuré pour le SRAM. Ce n'est plus le même fichier que le plain de tout à l'heure. Donc, voilà, je valide. Et je vais aussi expliquer ça. Donc, Kafka. Je mets ce Kafka SRAM.
Je valide. Ici, vous voyez, il y a plusieurs entrées. Et chaque entrée est en fonction du listener. Donc ici, dans la documentation, le template, c'est quoi? On met le nom du listener en minuscule, point, le mot-clé Kafka Server. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tu es en train de configurer le SRAM pour le mode, pour le listener internal uniquement. Et là, ici, j'active le module SRAM, c'est-à-dire SRAM login, c'est-à-dire il va se loguer en SRAM. Et le username, c'est admin, le password, c'est admin secret. Ici, ce n'est pas une table de credentials, non, ça c'est utilisé pour se connecter en tant que client auprès des autres brokers. Parce que l'avantage avec le SRAM, c'est quoi? Il ne stocke pas les logins et le mot de passe dans une table, non, ou bien dans un fichier de configuration, non. Ces logins et mots de passe sont stockés dans les métadonnées de Kafka, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, c'est stocké dans les métadonnées de Kafka. Maintenant, pour le contrôleur, j'active plutôt le plain, parce qu'on a bien vu que le contrôleur n'est pas compatible SRAM, donc j'active uniquement le plain. Et c'est pour ça que j'ai défini sa table de login et mot de passe pour le contrôleur, qui est ça, qui est user admin et admin secret. Pour le external, j'ai défini en mode SRAM. Maintenant, Kafka Services, par défaut, ça prend pour la communication broker. Donc, si tu le précises par le listener, alors par défaut, il va prendre pour la communication interbroker. Donc, c'est tout. Maintenant, une fois fait, on peut valider. Je vais aller plus vite. Donc, je fais le démon reload. Ensuite, je fais le start pour démarrer mes 3 conteneurs. Kafka-1, je valide, je fais le start. -2, je valide, je fais le start. -3, et je valide. Donc, je peux consulter mes conteneurs qui sont là. Donc, ça veut dire que la configuration SRAM a bel et bien été faite avec succès. Donc, voilà. Donc, avec du SRAM, je peux faire toujours la même chose, enfin, du moins me connecter à distance. Et déjà ici, je peux plus me connecter avec l'ancien credential au niveau de mon Kafka UI. Je peux plus me connecter, donc c'est pour ça que je fais le disconnect, parce que je peux plus me connecter à l'ancien credential. Et aussi, autre chose, c'est que ici, pour ajouter un utilisateur, on ajoute un utilisateur depuis la console Kafka. Donc, on peut ajouter un utilisateur, mais je vais sauter un peu cette étape-là, puisqu'on a plus assez de temps. Je vais passer directement à d'autres cas et je vais montrer comment on ajoute dans d'autres cas. Le dernier cas surtout. Donc, voilà. Pour le dernier cas, ce qu'on va faire, on va mettre en place le cluster Kafka avec une authentification SSL, plus une autorisation, plus configurer un peu les autorisations. Donc, pour cela, ça sera toujours la même chose. Je vais stopper, mais cette fois-ci, je ne vais plus écraser les métadonnées, puisque les métadonnées qui sont là, de SRAM, vont servir à ajouter juste la couche SSL, la couche transport. Donc, ici, je vais juste stopper le conteneur pour charger la configuration du nouveau pour le mode SSL et expliquer comment on génère les clés. Donc, ici, je stoppe le conteneur 2. Ensuite, je stoppe le conteneur 3. Donc, conteneur 1, pardon. Une fois terminé, quand on veut configurer du SSL, donc je vais en profiter pour montrer les fichiers de configuration. Donc, je vais directement ici au dernier niveau avec le SSL. Donc, j'ai ça pour mon conteneur 1. Je vais expliquer tout de suite comment ça se passe. Donc, je vide d'abord 3 conteneurs. Je vide là. Voilà. Ensuite, je charge la configuration de mon conteneur à ce niveau. Voilà. Tout ce que je vais expliquer ici qui a changé, c'est la méthode d'authentification. Donc, du coup, ici, vous voyez, je mets les paramètres de SSL. Je dis ici Kafka SSL client hôte. Ici, j'autorise le client à s'authentifier. Donc, c'est à ce niveau que je fais du mutual, que j'active le MTLS, c'est-à-dire le Mutual
communication dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que sans ça, le client ne peut pas se connecter. Là, il est 12 heures. Je pense qu'on va devoir laisser, si certaines personnes ont des questions, ils posent, on reprend et on va reporter la suite pour la prochaine fois. Comme ça, on aura bien le temps de bien expliquer et Ouais. tout. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a présenté là? Est-ce qu'il y a des questions? Si personne ne se prononce, je suppose que tout a été clairement expliqué et on a tous compris. Désolé pour le temps, on a eu quelques problèmes techniques là au début, hein. C'est pour ça que ça ne m'a pas bien permis de. Je pense qu'il y a une main. Il y a une main. Oui. Ok. Non, c'est bon. Donc, peut-être on va programmer pour la prochaine fois pour faire la dernière partie, sécurité avec le SSL et pour une prochaine fois. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des questions. S'il n'y a pas, on va clôturer. Je pense que non. Il y a